Et bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. À moins de 100 jours du scrutin présidentiel, tout va bientôt se cristalliser. Et la bataille pour la qualification du second tour sera déterminante et très disputée. Nous allons bien sûr en parler, mais tout d'abord, vous revenez, Madame Pécresse, d'un déplacement en Grèce durant lequel vous avez insisté sur la question migratoire et celle des frontières, affichant votre fermeté, dénonçant une Europe passoire, et vous avez vanté le modèle grec. En quoi c'est un modèle pour l'Europe et plus singulièrement pour la France ? Eh bien, c'est simple. En Grèce, ils ont des résultats face au flux de clandestins. Ils sont passés de 80 000 par an à 10 000 clandestins qui franchissent la frontière grecque par an. Donc ils ont divisé par 8 le nombre de ces clandestins. Vous savez que les Grecs ont, à un moment donné, été pris par cette pression migratoire, avec un vrai chantage migratoire de la Turquie, et ils ont vu arriver un afflux de personnes se présentant pour des réfugiés qui ne l'étaient évidemment pas du tout tous, et donc ils ont dû faire face. Et au départ, ils étaient avec des bidonvilles. Et des véritables bidonvilles totalement inhumains, insécures, avec des familles et des enfants qui étaient livrés à tous les trafics. Et donc, ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont construit des vrais centres, ce qu'ils appellent des centres fermés de régulation et d'enregistrement, dans lesquels ils passent au crible les personnes qui arrivent dès qu'elles arrivent, et en moins de 25 jours, ils décident de leur situation. Sont-ils des réfugiés persécutés et doivent-ils être admis? Ne le sont-ils pas? Doivent-ils être renvoyés chez eux? Et vraiment, ils ont réussi à allier l'humanité et la fermeté aux frontières. Vous verriez ces centres en France? Est-ce qu'on pourrait en construire, en imaginer? D'abord, parce que vous la priorité, et c'est d'ailleurs l'objet d'une conférence qui se tiendra jeudi à Vilnius, en Lituanie, c'est que les pays qui sont en première ligne, ce qu'on appelle les pays frontaliers de première ligne, on pense à la Grèce, mais on pense aussi sur le front de l'Est à la Pologne, la Hongrie, on peut penser à l'Espagne et à l'Italie, ces pays de première ligne qui font l'objet de ce qu'on appelle des attaques hybrides. Les attaques hybrides, c'est quand les réseaux de passeurs font converger les migrants sur ces frontières. Dans ces endroits-là, on pourrait mettre à la frontière de l'Union européenne ces camps qui sont en fait des centres fermés d'enregistrement et de tri. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on dit fermés, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que toute la journée, les migrants qui sont accueillis peuvent aller et venir dans la ville, ils reviennent la nuit, mais en revanche, quand on leur refuse leur titre de séjour, alors le camp se referme, ça devient un centre de rétention et ils doivent rentrer chez eux. Mais le Premier ministre grec va plus loin, Valérie Pécresse, et d'ailleurs ce n'est pas le seul pays qui demande cela. Il veut que l'Union européenne finance, et je cite, ce sont ses mots, des murs de barbelés pour faire converger les flux migratoires vers les points de passage autorisés. Est-ce que vous appuyez, est-ce que vous reprenez telle quelle cette idée? Il n'y a pas de grande puissance sans frontières. Et il n'y a pas de frontières sans porte. Moi, je ne veux pas une Europe forteresse. Je ne veux pas une Europe entièrement grillagée. C'est ce qu'il demandait, des murs de barbelés quand même. Non, je ne veux pas non plus une Europe supermarché où on rentre et on sort sans être contrôlé. Il faut savoir que vis-à-vis de l'Union européenne, il y a 600 millions de personnes par an qui rentrent et qui sortent. Et dans les 600 millions, il y en a 20% qui ne sont jamais contrôlés. Alors ce que demande le groupe de Vilnius, c'est-à-dire les 12 États qui se réunissent cette semaine, c'est effectivement de revoir le protocole de Schengen, et revoir le protocole de Schengen en s'appuyant sur les points de passage mais autorisés. En finançant, il faut le dire, des murs et des barbelés. J'y arrive. Il y a 1900 points de passage autorisés pour rentrer en Europe. Et l'idée, c'est effectivement que les frontières terrestres puissent être protégées par des grillages, par des murs, pour éviter l'effet Europe passoire. On peut et moi, légitimer. je suis favorable à cela. Je pense que le contrôle des frontières extérieures doit être mis à l'agenda de la présidence française de l'Union européenne. Il va y avoir un pacte pour l'immigration et l'asile européen qui doit être renégocié. Et moi, je souhaite que le président de la République mette cet agenda du contrôle des frontières. Donc clairement, ce matin, Valérie Pécresse, vous soutenez cette initiative, cette demande de financement des murs, appelons-les ainsi. C'est ainsi que le Premier ministre grec le demande. Il y a aussi d'autres pays. Il y a la Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce. Ils sont très nombreux je demande une vraie politique du contrôle extérieur des frontières. Et je souhaite d'ailleurs, si je suis présidente de la République, proposer à tous les pays qui sont les pays frontaliers de première ligne de créer
une coopération renforcée, ce qu'on appelle dans le jargon européen une coopération renforcée, une alliance des pays frontaliers. Les pays de Schengen, ça existe. Non, mais c'est autre chose. Là, l'idée, ce serait tous les pays de Schengen ont une frontière extérieure à peu près. Non, mais attendez, ce que je voulais dire, tous les pays d'Europe ont des frontières extérieures, c'est les aéroports. Mais il y a des pays qui sont en première ligne, c'est pas pareil. C'est pas pareil de voir arriver des personnes à Roissy ou de les voir arriver à Ceuta ou à Lampedusa. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Et en plus, il y a un risque mortel. Mais vous entendez ce que certains vont vous dire, les murs barbelés, on peut juger légitime de protéger les frontières, mais est-ce qu'on se rend compte de l'Europe que l'on veut renvoyer, une Europe trumpienne, certains vont vous dire? Mais pas du tout. C'est une Europe dans laquelle on rentre par les points de passage autorisés. C'est une Europe dont on respecte les frontières. Il n'y a pas de grande puissance qui ne protège pas ses frontières et qui ne décide pas de qui elle accueille. En fait, c'est reprendre le contrôle de l'immigration. Et cette alliance des pays frontaliers de première ligne leur permettrait d'obtenir davantage de moyens. Parce que le sujet, c'est les moyens. C'est qu'aujourd'hui, mais vous avez entendu ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne a dit il y a quelques semaines, non, elle a martelé que l'UE ne financerait pas des barbelés et des murs en Europe. Eh bien, écoutez, si c'est ça, ça veut dire que les pays devront le payer eux-mêmes. Et si c'est ça, ça veut dire que ce sera toujours sur les mêmes que pèsera le poids du contrôle de nos frontières. Et ça, c'est injuste. Et moi, j'entends bien ce que dit le Premier ministre grec. Il me dit, vous comprenez, nous sommes un petit pays. Et nous devons prendre tout le fardeau du contrôle de vos frontières. Parce qu'en réalité, c'est nos frontières qu'ils protègent. Emmanuel Macron va s'exprimer mercredi à Strasbourg. Et puis évidemment, la France préside le Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement? De prendre une position claire sur ce sujet? Moi, je lui demande qu'aujourd'hui, s'il veut une Europe puissance, s'il veut une Europe respectée, cette Europe se mette, j'allais dire, à l'heure des autres grandes puissances démocratiques. Ça se fait en Australie, ça se fait au Canada, ça se fait aux États-Unis, c'est-à-dire des points de passage obligés, des points de passage autorisés pour entrer. En l'espace de quelques jours, Valérie Pécresse, vous avez dit souhaiter ressortir le Karcher. Là, vous allez en Grèce pour parler immigration et frontières, assumant un certain discours. Est-ce que le premier tour, pour vous, se joue à droite toute? Vous avez pris là un virage à angle très droit. Écoutez, mon discours est le même. Je crois que vous aviez animé un débat de la primaire de la droite. Mon discours n'a pas changé. Aujourd'hui, après 10 ans de déclin de l'autorité, mais aussi 10 ans de bureaucratie, 10 ans de dette et de déficit, il est temps de redresser la France. Et je porte un projet de franche rupture et un projet de droite assumé. Alors c'est un projet qui a 3 piliers. D'abord l'ordre, l'autorité. Ensuite, la liberté, la débureaucratisation. Je veux libérer les énergies, décentraliser, redonner aux entreprises, à ceux qui innovent leur liberté. Et puis la concorde, la dignité. Parce que je suis d'une droite qui est une droite sociale. Et moi, je ne me résigne pas à voir autant de Français se déchirer entre eux et vivre sans pouvoir vivre dignement de leur salaire et de leur retraite. On va parler de vos 3 droites, Valérie Pécresse. Mais est-ce que vous érigez une frontière hermétique avec la droite de la droite, ou le camp dit national, incarné par Marine Le Pen et Éric Zemmour? Ou est-ce que ce matin, vous nous dites, mais moi, je parle à leurs électeurs. Et les électeurs de Marine Le Pen et Éric Zemmour peuvent voter Valérie Pécresse. Ah, mais moi, je parle à tous les Français. Oui, mais est-ce que cela en particulier? Je parle à tous les Français, je parle à tous ceux qui sont désespérés par le chemin de déclin que la France a pris depuis 10 ans. Bien évidemment, un certain nombre de ces électeurs peuvent être tentés de voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Mais je leur dis, ils n'ont aucune chance de battre Emmanuel Macron. La seule qui peut le battre, c'est moi. Et aujourd'hui, parce que la seule qui vient d'un parti de gouvernement, qui a l'expérience, qui a la crédibilité pour gouverner, la seule qui est reçue par des dirigeants internationaux, la seule qui a vraiment géré des milliards d'euros chaque année, c'est moi. Oui, mais pour l'instant, le duel que vous souhaitez installer avec Emmanuel Macron, il ne s'impose pas naturellement dans les sondages. Que répondez-vous, Valérie Pécresse, à l'argument de certains selon lequel voter Pécresse, c'est voter Macron? Ceux qui affirment que Macron-Pécresse, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Eh bien, écoutez, je les invite à écouter ce que disent les macronistes eux-mêmes, parce que les macronistes, c'est ceux qui parlent le mieux de moi. En réalité, on est au bal total des tartuffes en Macronie. Parce que si vous les écoutez, ils vous diront « Ah, nous sommes là pour lutter contre les extrêmes. Notre combat, c'est contre l'extrémisme. » Leur combat, il est contre la droite de gouvernement, parce que c'est elle qui peut les remplacer. Et aujourd'hui, c'est haro sur ma candidature, matin, midi et soir. Je n'ai pas entendu un macroniste critiquer Marine Le Pen ou Éric Zemmour depuis que je suis candidate. Pas un. Attendez, vous estimez qu'ils sont en train de laisser de côté... pour les faire monter, bien sûr. Leur seul adversaire, il y a une volonté de faire monter les extrêmes
Bien sûr, on vient de fêter Molière, on va le fêter, j'espère, toute l'année. Mais je vous dis, la Macronie, c'est le bal des Tartuffes. Ils organisent uniquement les attaques contre la droite républicaine parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir et que la seule qui peut leur arracher ce pouvoir, c'est moi. Vous avez défini votre droite comme une droite assumée, on y reviendra aussi, gaulliste, sociale, mais la droite Emmanuel Macron, la droite même Édouard Philippe pourrait dire la même chose. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, il y a un peu d'eau dans le gaz. Est-ce qu'Édouard Philippe aujourd'hui, c'est aussi une alternative pour plus tard ? Mais écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est on voit la réalité de la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On voit que c'est une relation qui était de circonstance. On voit qu'Édouard Philippe a été instrumentalisé par Emmanuel Macron. On voit qu'Emmanuel Macron a développé une forme de détestation pour lui et veut qu'une seule chose, s'il est réélu, l'étouffer dans l'œuf. Donc moi je le dis à tous ceux qui ont cru qu'Emmanuel Macron pouvait tendre la main au centre droit, je leur dis détrompez-vous. Emmanuel Macron n'en fera qu'à sa tête. Emmanuel Macron est un homme seul, il n'est pas de droite et il ne fera pas une politique de droite. Vous critiquez la solitude supposée d'Emmanuel Macron et certains vous reprochent, Valérie Pécresse, ou vous font un procès en insincérité. Il y a des critiques selon lesquelles vous jouez un rôle qui ne serait pas vraiment vous, que parfois ça sonne faux. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Qu'ils regardent mes actes et mes paroles depuis 6 ans et ils sont totalement en cohérence. Depuis que j'ai pris la présidence... Sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Depuis que j'ai pris la présidence de la région Île-de-France, j'ai imposé le thème de la sécurité comme une compétence régionale. C'était au lendemain du Bataclan. J'ai imposé la laïcité comme un fil rouge de mon action en créant la première charte de la laïcité parce qu'on donnait des subventions à des associations qui faisaient du prosélytisme islamiste. Donc j'ai libéré les énergies économiques dans ma région. J'ai fait 2 milliards d'euros d'économies pour rendre de l'argent aux franciliens avec notamment l'école. Certains vont vous dire, vous êtes une bonne gestionnaire, mais quel corpus idéologique ? Valérie Pécresse, c'est quelle droite précisément ? Moi, je suis une droite gaulliste, libérale et sociale. Je suis au barycentre des droites. Gaulliste parce que je suis très puissante sur l'ordre et l'autorité, depuis toujours. Libérale parce que je veux que les entreprises puissent s'épanouir, mais aussi, mon libéralisme, c'est plus rendre de la liberté, débureaucratiser. C'est ce que j'ai fait dans ma région, j'ai tout simplifié. Vous assumez le libéralisme. Et social, parce que, j'ai une attention particulière aux autres, c'est dans mon ADN. Et c'est moi, c'est Valérie Pécresse telle que je le suis depuis des années et je n'ai pas changé et je ne changerai pas. La situation sanitaire occupe encore le devant de la scène et le cœur des débats. Valérie Pécresse, à quoi va servir selon vous le pass vaccinal qui vient d'être adopté si on se dirige vers une maladie endémique avec le variant Omicron comme le disent là de nombreux spécialistes? À quoi va-t-il servir? Écoutez, c'est une très bonne question. Sur cette gestion de la crise, depuis septembre, on voit une gestion totalement chaotique avec un gouvernement qui a en permanence un train de retard. Il aurait fallu distribuer les autotests dans les classes, comme je l'avais demandé dès septembre. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs en Grèce. On va pas refaire tout le match. J'ai pu voir. Mais refaire vaccinal. le match, c'est important. Il faut quand même tirer les enseignements de ce qui n'a pas été mais sur fait, le pass vaccinal, est-ce que vous-même vous le tirez l'enseignement? La droite s'est divisée et là vous me dites c'est une bonne question. Donc est-ce qu'il est nécessaire ce pass vaccinal? Le sujet aujourd'hui est simple. Il aurait fallu repousser d'une semaine la rentrée des classes, comme je l'avais demandé, parce que moi, vous savez, je ne présiderai pas comme ça. Je ne présiderai pas de manière solitaire et autoritaire. Moi, j'écouterai ce que les grands élus, ce que la société civile a à dire, et je prendrai le temps des bonnes décisions. Et surtout, j'anticiperai les futures crises. On est au 3e hiver. Vous ne répondez pas sur le pass vaccinal. Non, mais si, je vais y répondre. Mais je dis que si on avait repousser d'une semaine la rentrée des classes comme je l'avais demandé, on aurait évité vraiment une désespérance des parents, des enseignants, de la communauté éducative, et on aurait réglé le problème. Et là, le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter ? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi, je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Mais en revanche, je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental depuis plusieurs mois, en disant qu'il y aurait eu une autre gestion possible. Dans l'actualité, on va poursuivre notre entretien, mais j'insiste sur ce point. Vous dénoncez, Valérie Pécresse, des menaces du président azerbaïdjanais. Après votre voyage en Arménie, vous dénoncez des menaces, véritablement, et le silence assourdissant de l'État français. Le président azerbaïdjanais vous reproche d'être allé secrètement dans une région, la région séparatiste de Nagorno-Karabakh, mais
De quoi s'agit-il? Quelle menace et qu'attendez-vous de l'État français aujourd'hui? C'est simple. Aujourd'hui, je suis candidate à la présidence de la République. Je me suis rendue, comme de nombreux élus français l'ont fait avant moi, dans cette région du Haut-Karabakh, parce que c'est là que va se jouer la sécurité du monde. C'est une région aujourd'hui qui est une région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. J'ai voulu m'y rendre pour voir la situation, parce que je crois que c'est la place d'un homme ou d'une femme politique que d'aller au plus près des problèmes. Et le président Azeri a eu une déclaration absolument choquante en disant « Si j'avais su que Mme Pécresse était là, nous ne l'aurions pas laissé repartir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait enfreint la souveraineté territoriale de ce territoire, il serait rentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi je le dis une bonne fois pour toutes. Je suis allée en Arménie parce que la question des chrétiens d'Orient est une question qui est au cœur de mon engagement, parce que la défense de l'Arménie est importante, parce que le Haut-Karabakh a été attaqué, certes par les Azéris, mais avec aussi des troupes djihadistes de Syrie. Qu'est-ce que vous demandez de la part de l'État français? Ce que je dis, c'est que le silence assourdissant du gouvernement qui ne défend pas une candidate à la présidentielle qui s'est rendu sur le terrain et qui est attaqué, eh bien, c'est un scandale. Alors, Madame Pécresse, vous disiez il y a quelques instants que vous n'aviez pas changé fondamentalement. Mais votre conseiller principal, Patrick Stefanini, disait mercredi dernier à Paris Première que vous n'étiez plus la même femme, que depuis votre prise de responsabilité à la région Île-de-France, vous aviez fait la découverte des questions régaliennes, vous étiez métamorphosé, que vous n'étiez plus la même Valérie Pécresse. Oui, mais ça date d'il y a 6 ans. Oui, j'ai bien compris, mais tel est le cas. Après ces 6 ans, de quelle manière avez-vous changé au contact de la région Île-de-France? De quelle manière les fonctions que vous avez exercées vous ont transformé? D'abord parce que cette région, c'est la plus marquée par la violence, la montée de la violence, la plus marquée par la montée du séparatisme, et aussi la plus marquée par les inégalités. C'est une région qui est à la fois très riche et très pauvre. Et donc, la gérer pendant 6 ans, ça m'a rendu meilleure. Voilà, on peut le dire comme ça. J'ai appris d'abord que effectivement, il fallait qu'on s'engage pour la sécurité, que tout le monde devait s'engager, que la sécurité c'était une chaîne, et que au niveau régional, mais au niveau municipal, au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la justice, au niveau de l'école, tout le monde avait une mission qui était celle de remettre les figures d'autorité au cœur et la règle de droit au cœur de la société. Donc oui, je me suis engagée très puissamment sur la sécurité, concrètement depuis que je suis présidente de région. Pareil sur la laïcité, pareil contre le séparatisme. Vous savez que j'ai mis le siège de ma région en Seine-Saint-Denis pour être au cœur des défis de la France de demain, et c'est là que j'ai élaboré ma théorie du plafond anti-ghetto. Pas plus de 30% de logement social par quartier. On détruit les quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers d'enfermement, et on a une politique de peuplement. Tout ça, je l'ai construit. Toute ma doctrine politique, je l'ai construit dans ces 6 dernières années à la tête de la région. Alors, justement, vous avez parlé de laïcité, plusieurs parlent d'identité. En 2018, les Républicains de Laurent Wauquiez avaient lancé un tract qui avait connu fait un certain écho. C'était, je le cite, qu'il fallait que la France reste la France. Cette formule est aujourd'hui reprise par un de vos concurrents à droite, Éric Zemmour. Est-ce que Laurent Wauquiez avait raison avant le temps? Est-ce que la France aujourd'hui risque de ne plus être la France? Alors, moi, par rapport à Éric Zemmour, parce que Laurent Wauquiez. Oui, mais... Et Éric Ciotti. À l'époque, je faisais partie des Républicains. Non, le sujet aujourd'hui, c'est que moi, je crois que pour que la France reste elle-même, il faut que tout change. Et je pense que c'est la différence sans doute la plus flagrante entre moi et Éric Zemmour. Éric Zemmour est nostalgique d'une France du passé qui n'est plus. C'est la France en noir et blanc, c'est la France de l'ORTF. Il va chez les agriculteurs, il nous parle du béret et des sabots. Vous voyez, moi je ne crois pas ça. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut répondre aux défis de la France, qu'elle reste elle-même, c'est-à-dire au premier rang économique, une grande puissance, qu'elle garde ses valeurs, ses traditions, ses modes de vie, qu'elle défende ses valeurs universelles, mais tout ça en répondant aux défis du XXIe siècle. C'est-à-dire que moi, je veux une droite contemporaine. Je veux une droite qui relève le défi de l'écologie. Je veux une droite qui relève le défi de l'égalité homme-femme, du numérique, vous voyez, de la reconstruction de la ville, du monde post-Covid aussi. Parce que le monde post-Covid ne sera pas le même que celui de l'avant-Covid. Il y a une nouvelle aspiration à des nouveaux modes de vie. Alors, juste dans l'Express, tout récemment, dans un entretien avec Nicolas Bouzou, je crois, vous nous dites, je cite, « Les minorités ne doivent pas imposer leur dictature à la majorité ». La phrase est ferme, mais auriez-vous un exemple en tête de cette dictature des minorités par rapport à la majorité?
c'est simple. Moi, ce que je crois, c'est que prenons Noël. Voilà. Prenons Noël. Moi, je pense que aujourd'hui, on doit pouvoir dire joyeux Noël. Noël, c'est une fête française. Noël, c'est plus une fête catholique. C'est une fête qui appartient à la majorité des Français. Et donc, nous dire qu'il faut se souhaiter un joyeux hiver ou des joyeuses vacances, non, voilà. Je vais vous donner quelques autres exemples, peut-être. L'écriture inclusive. Pour vous, est-ce que c'est un signe justement de ça? L'écriture inclusive, c'est très simple. Je l'ai interdite à la région. Parce que quand je suis arrivé, Monsieur Bock-Côté, à la présidence de la région, mon prédécesseur avait généralisé l'usage de l'écriture inclusive dans les documents administratifs régionaux. Je ne comprenais pas ce que je lisais. Pour moi, l'écriture inclusive exclut. Elle exclut parce que c'est déjà... Moi, je veux faire du français une grande cause. Aujourd'hui, vous avez un illettrisme qui... alors, c'est pas de l'illettrisme total, mais vous avez un nombre de jeunes qui n'arrivent pas, quand ils viennent aux journées d'appel à la défense, à déchiffrer le texte qu'on leur donne, qui est énorme. Les chiffres officiels, c'est 12%, mais la vérité, c'est que j'ai des retours de personnes qui accueillent ces jeunes aux journées d'appel à la défense, qui me disent que dans certaines journées, c'est 20 à 25% des jeunes qui n'arrivent pas à déchiffrer le texte. Donc moi, je veux faire du français une grande cause et j'interdirai l'écriture inclusive. Valérie Pécresse, très loin de l'écriture inclusive. Vous voulez panthéoniser Molière. Le gouvernement s'y refuse, arguant que le Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. Ainsi, toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution. Est-ce que cet argument, il est recevable pour vous? D'abord, l'histoire de France ne commence pas à la Révolution. Et Molière, est-ce qu'on peut imaginer plus défenseur de l'esprit français que Molière? C'est le premier qui a défendu, qui a dénoncé justement les inégalités femmes-hommes, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire en réalité la soumission des femmes dans l'école des femmes, les inégalités sociales dans les fourberies de Scapin, la tartufferie. C'est lui qui le premier a mis à jour par le rire. C'est tellement français, par le rire, par la satire. Mais alors pourquoi tous les mots de la France. L'exécutif le refuse cette panthéonisation qui n'a rien de polémique, si on vous entend? Écoutez, si, parce que je pense qu'il y a, dans une certaine gauche, et je pense qu'Emmanuel Macron est issu de cette gauche-là, il y a le sentiment que, effectivement, la France des grands hommes démarre en 1789. D'ailleurs, pas vraiment en 1789, parce que Voltaire et Rousseau, ça date d'avant. Alors, vous référez justement à la gauche, polémique à gauche, que je vous inviterai à commenter. Fabien Roussel disait tout récemment, vous en avez entendu parler probablement, un bon vin, un bon fromage, une bonne viande. Il a été très attaqué autour de ça. Est-ce que Fabien Roussel, du Parti communiste, est aujourd'hui un défenseur de l'identité française? Mais c'est typiquement un très bon exemple de la minorité qui doit être respectée si elle fait des choix alimentaires différents, qui ne peut pas imposer sa loi à la majorité. Quand des véganes attaquent des boucheries, c'est un scandale. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons une tradition culinaire, c'est un patrimoine mondial à l'UNESCO. Voilà, on est libre de manger de tout. Voilà, c'est la France. Et la France est une patrie de la liberté. Donc, bien sûr, si certains ne veulent pas manger de viande, ils sont libres, mais ils ne sont pas libres d'imposer leur loi à la majorité. Mais la question de l'identité française transcende. Et puis alors, moi, j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, si on l'applique au fromage, à 100 grammes de fromage, on aura une désincitation à en manger. Donc je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Parce qu'à part moi, il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage d'affilée. Mais vous comprendrez le sens de la question de l'identité française. Aujourd'hui, c'est pas le monopole de la droite, c'est peut-être manifestement, elle réapparaît à gauche. Bien entendu. Et je vous pose la question, est-ce qu'à certains égards, vous auriez plus de sympathie, vu cette déclaration, vu ce que représente Fabien Roussel à gauche, auriez-vous plus de sympathie pour lui que pour vos deux concurrents à droite sur la question identitaire? Mais aujourd'hui, vous savez, je pense qu'il y a le clivage droite-gauche, bien sûr, et je pense que c'est un clivage structurant pour la société française. Et de ce point de vue, je pense qu'En Marche n'existe pas. En Marche, c'est un comité, c'est quoi? C'est un comité de soutien du président de la République. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idée, on ne sait pas où ils vont. C'est un président zigzag, celui que nous avons. Un jour, il soutient les forces de l'ordre, le lendemain, il les accuse de violences policières. Vous voyez, donc, on a un président totalement zigzag, sans vérité, en réalité. Vous m'avez posé la question de savoir quelle était ma vérité. Ma vérité, elle est très claire. Moi, je suis de droite, j'ai toujours été de droite, une droite assumée, une droite ouverte, sociale et une droite forte. Bon, quelle est la vérité du président de la République? Pourquoi? On ne la connaît pas. Attendez, là, vous lui faites un procès en insincérité. Pourquoi ne porterait-il pas avec autant de conviction de vous et de ferveur, ses convictions politiques, sa droite et sa gauche, et Emmanuel Macron? Justement, et ça marche pas.
L'autorité, ça se choisit pas à moitié. La bonne gestion des deniers publics avec l'idée de rendre aux Français l'argent qu'ils ont gagné, ça ne se choisit pas à moitié. Ça ne se choisit pas en mettant 2800 milliards de dettes et une épée de Damoclès sur les générations futures. Vous voyez, l'écologie, ça se choisit pas à moitié. Le nucléaire non plus, ça se choisit pas à moitié. On remarque, on le voit depuis le début de la saison, depuis la rentrée de septembre, le pouvoir d'achat s'installe comme, alors la première, la deuxième, je ne sais pas, mais en tout cas tout en haut des préoccupations des Français. L'INSEE nous dit déjà qu'avec l'inflation, ce pouvoir d'achat va se contracter au premier semestre. Votre proposition phare pour revaloriser le pouvoir d'achat, c'est de baisser les cotisations qui pèsent sur les salaires, dans le but de réduire l'écart qu'il y a aujourd'hui entre salaire brut et salaire net. Alors j'ai deux questions en une. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est la seule réponse, la plus importante, qu'elle a un effet massif? Et deuxièmement, pensez-vous qu'une mesure de cet ordre soit lisible pour la majorité des Français? Depuis des années, j'entends la droite dire qu'il faut que le travail paye plus que l'assistance. Voilà, parce qu'on a des revenus d'assistance qui sont élevés en France et on a des revenus de travail qui sont faibles. Donc, de dire que aujourd'hui, nous voulons que les salaires nets soient plus élevés, ça me paraît une priorité absolue. Il faut revaloriser le travail. Vous savez, moi, il y a une décision du président de la République qui m'a indigné, c'est le RSA jeune qu'il va créer le 31 mars, donc juste avant les élections présidentielles, pour pouvoir verser 500 € à des jeunes en contrepartie de 14 heures en mission locale. Vous imaginez ces jeunes, ils vont gagner 500 € pour 14 heures d'accompagnement en mission locale. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas une désincitation totale à l'apprentissage? C'est le salaire minimum habitant. Non, mais l'apprentissage aujourd'hui, c'est entre 650 et 800 € en fonction de l'âge. Donc, vous avez un jeune qui a le choix entre devenir apprenti, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui cherchent, devenir apprenti, aller travailler, se lever le matin, faire des heures de transport, avoir un patron, travailler 35 heures, et il touchera quelques centaines d'euros de plus que celui, à peine quelques centaines d'euros, 100, 200 € de plus que celui qui va aller 14 heures en mission locale. Vous voyez bien que ce RSA jeune est une faute, parce que ce qu'il faut, c'est emmener les jeunes vers le travail, vers le chemin de réussite. Et le travail est là aujourd'hui. Il y a énormément d'emplois qui sont mis à disposition des jeunes, y compris les jeunes non qualifiés. Ouais. Donc vous voyez, il faut que le travail paye plus que l'assistance. Et ma mesure, c'est de dire, on va augmenter de 10% les salaires nets. Et je crois que c'est indispensable. Et pour toute la chaîne des salaires, pas que pour les salariés au SMIC, jusqu'à 3 000 € net. Et avec cette mesure-là, je pense qu'on redonnera envie aux Français, on redonnera leur dignité aux Français qui vont travailler. Et puis j'ajoute que, évidemment, je défiscalise toutes les heures sup, je fais sauter tous les plafonds, et je veux que la participation devienne la règle dans les entreprises. Je veux que les entreprises payent un véritable dividende salarié à leurs salariés. Mais est-ce que vous entendez ceux qui s'inquiètent du coût fiscal pour l'État de ces mesures, qui va se traduire par moins de cotisations sociales, donc moins de redistribution, moins de salaires différés, moins de rentrées fiscales aussi pour l'État. Et vous savez que c'est un sujet qui est très cher aux électeurs de la droite. La question de la soutenabilité de la dette vient juste derrière, Valérie Pécresse. Oui, mais il va falloir baisser les impôts. Enfin, si la droite arrive au pouvoir en France sans avoir un projet de meilleure gestion, à quoi elle sert? On se demande, ça fait tant d'années que vous promettez les mêmes choses. Pourquoi est-ce que vous allez tenir des promesses qui nous sont faites et qui sont faites aux Français depuis des années sans être tenues? Parce que c'est mon ADN. Dans ma région, j'ai obtenu ce surnom de dame de fer, F-A-I-R-E, parce que tout ce que j'ai dit dans ma région, je l'ai fait. Et vous savez que ma région est une région qui est plutôt sociologiquement très à gauche, et ils m'ont élu et réélu. Parce que justement, je fais. Et c'est ça, mon ADN. C'est ça qui va faire ma différence dans cette présidentielle. Madame Pécresse, ça ne suffit pas comme réponse. La région Île-de-France est importante, mais la France, le sujet de la dette, c'est un sujet oublié aujourd'hui. Bien sûr, il faut faire des réformes puissantes. Moi, je ferai la réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Ce qui permettra aussi de revaloriser les petites retraites. Parce que si on travaille jusqu'à 65 ans, sauf ceux d'entre nous qui sont usés par le travail, qui auront des dérogations, mais 65 ans, ça veut dire qu'on peut envisager d'avoir des retraites minimales pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie au SMIC. Oui. Au SMIC. Ça veut dire aussi que dans mes réformes, il y a la dignité des retraités, qui ont été évidemment les grands oubliés du quinquennat Emmanuel Macron et dont le pouvoir d'achat s'est dégradé. Donc, retraite,
Assurance chômage, il faut aller au bout de la réforme de l'assurance chômage. Quand vous refusez, Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous refusez 3 fois une proposition de travail, on vous supprime progressivement vos allocations. Et au bout de 6 mois, si vous gagnez plus de 2000 € et que vous avez moins de 50 ans, au bout de 6 mois, il y a une dégressivité pour vous inciter à retourner au travail. Toutes ces réformes, la réforme de l'État. Moi, j'ai dit que je supprimerais les doublons, que j'allais débureaucratiser, que j'allais décentraliser et que ça me permettrait de faire des économies. On ne sait toujours pas où, dans cette fameuse administration administrante, on ne sait pas où vous, mais partout. Vous enlèverez. Mais attendez, Madame Mabrouk, et donc nulle part. Mais non, pas du tout nulle part. Dans ma région, je l'ai fait. 10% de baisse des effectifs au siège. Et d'ailleurs, j'ai recruté des effectifs supplémentaires dans les lycées parce que j'en avais besoin. Aujourd'hui, nous sommes champions du monde des impôts. Est-ce que nous avons des services publics champions du monde ? Moi, je veux que éduquer, protéger, soigner, ça redevienne les vraies priorités. Dans un hôpital, vous avez 33% de coûts administratifs en France, 25% de coûts administratifs en Europe. C'est ça l'administration administrante. Et si on enlève de l'administration administrante, si on simplifie les processus, on numérise les processus, eh bien on redonne du soin. Donc moi je recruterai 50 000 personnes dans les 3 missions protéger, soigner, éduquer, et je supprimerai 200 000 postes. Les aides aux entreprises. Une entreprise qui veut être aidée en France, elle dépose un dossier à sa communauté de communes, à sa région et à l'État. 3 dossiers, 3 administrations pour l'instruire. Vous pensez que c'est... Voilà. Donc, il y a des doublons absolument partout. Et ça, alors là, pour le coup, même mes adversaires d'extrême droite reconnaissent que la meilleure pour gérer ce problème, ce serait certainement moi. Mais pour revenir sur certaines des propositions que vous faites, je pense notamment à ce que vous nous disiez sur la réforme des retraites se pose toujours, et c'est l'écueil sur lequel s'est heurté Emmanuel Macron, celui de la faisabilité de ces réformes, ou plus exactement, de l'acceptation par les Français de telles mesures. Parce qu'on l'observe, généralement, les Français sont d'accord pour réformer, mais quand ça ne les concerne pas, quand c'est pour les autres aujourd'hui, quelle est la garantie que vous apportez, Valérie Pécresse, que vous le ferez ? Est-ce que ça doit se faire dans un calendrier de 100 jours, comme on dit à chaque fois ? Est-ce que vous anticipez l'hostilité et les réactions parfois très vives qui pourraient s'opposer à vous ? Alors, vous avez raison, il faut faire ça très vite. Et nous serons prêts. Et la différence que nous aurons vraisemblablement avec beaucoup de nos concurrents, c'est que tout sera prêt à être fait, à être voté dans les 3 premiers mois de mon mandat. Et au-delà de ça, la garantie que j'apporte, c'est simplement que j'ai l'expérience. Je vous rappelle que j'ai mené la réforme la plus difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La réforme de l'université, l'autonomie de l'université. J'ai négocié pendant 70 heures avec tous les syndicats pour porter la réforme. J'ai ensuite tenu 9 mois face à la rue et j'ai emmené. Comment est-ce qu'on fait une réforme ? Eh bien, d'abord, on trace un sillon droit, on donne les objectifs. Ensuite, on convainc les acteurs. Donc, on travaille avec les Français pour les convaincre. Et ensuite, on décide. Oui. Et ensuite, on tient. Ça, c'est la méthode Valérie Pécresse. Les fractures sont devenues béantes dans notre pays. Tiens, à propos justement de l'enseignement supérieur, Emmanuel Macron veut une réforme, dit-il, systémique, jugeant intenable un système d'études supérieures, je cite, sans aucun prix pour les étudiants, mais avec un taux d'échec massif. En quoi a-t-il tort ? Vous savez, c'est terrible d'entendre Macron candidat promettre tout le contraire de ce qu'a fait Macron président. C'était déjà le cas sur la sécurité à Nice, là maintenant sur l'université. Vous savez, quand j'étais ministre des universités, il y avait la réforme et des moyens. Voilà. Et bien aujourd'hui, depuis 5 ans, il n'y a ni réforme ni moyens. Oui. Les moyens des universités, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de monsieur Piketty. Moins 12% de budget par étudiant et par an sous le quinquennat Macron par rapport à ce que je donnais quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Alors, c'est une provocation, cette hausse des frais d'inscription. Une provocation ? Oui, c'est une provocation parce que ça, c'est parler de la hausse des frais d'inscription pour les familles qui sont aujourd'hui en vraie problématique de pouvoir d'achat, alors même qu'il y a un désengagement aussi fort de l'État pour l'université, pour moi, c'est de la provocation. Mais la crise de l'université ne remonte pas il y a 5 ans seulement, c'est une crise durable, structurelle de la société française qui a traversé la gauche, la droite, Sarkozy, Hollande, Macron. Écoutez, nous, ce qu'on a fait, c'est quand même de donner enfin l'autonomie aux établissements universitaires pour qu'ils puissent avoir une vraie stratégie de recherche et d'enseignement. C'était vraiment... Et il va falloir faire l'étape 2, parce que François Hollande avec Emmanuel Macron, ils ont détricoté cette réforme. Il va falloir redonner de l'élan à cette autonomie universitaire qui est la norme dans le monde et qui permet d'aller chercher effectivement des partenariats partout. Donc il faut
Étape 2 de l'autonomie des universités. Et par ailleurs, ce que j'ai fait, et ce que Emmanuel Macron veut détruire, c'est que j'ai réussi à faire travailler ensemble grande école et université. Et c'est ça le modèle de demain. C'est pas un modèle où on oppose les uns aux autres, où on casse les grandes écoles pour donner aux universités. C'est un modèle où on les fait travailler ensemble avec des pôles universitaires et de recherche à visibilité mondiale, Bordeaux, Strasbourg, Aix-Marseille. Valérie Pécresse, nous arrivons presque quasiment à la fin de ce rendez-vous présidentiel. Tout au long de cette campagne, vous vous êtes souvent défini par rapport aux autres, à d'autres modèles, et souvent féminins. Nous avons en tête Margaret Thatcher, Angela Merkel, même parfois j'ai vu une référence à Jeanne d'Arc, un tiers, deux tiers, mais 100% Pécresse, ça donnerait quoi ? 100% Pécresse, ça donnerait de l'ordre, de la concorde et de la liberté. Merci Valérie Pécresse d'avoir accepté ce rendez-vous présidentiel ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr. Merci.